Alors oui, j'ai fait de la télé, mais je ne suis pas débile, je peux quand même engager une discussion. J'ai vu des candidats se droguer, se faire vomir, etc. Tout est vraiment fait pour qu'il y ait du conflit. Les hommes qui sont sélectionnés vont être des hommes qui ont généralement un tempérament assez trompeur, toxique, face à des meufs très sensibles, qui pour la plupart n'ont pas eu de père. Quand tu vois par rapport à l'école le taux de harcèlement, à quel point il a augmenté, et quand tu compares par rapport aux années de la télé-réalité, tu peux pas dire que ça n'a pas de lien. On a une responsabilité par rapport aux gens. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste, Feméliste, Feméliste. Là où les esprits libres prennent le pouvoir. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, sur Feméliste, nous recevons Natania Sonia. Natania est une ancienne candidate de télé-réalité. En 2019, elle tourne pour 4 émissions. Les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers, les Marseillais versus le reste du monde et la Villa des cœurs brisés. Puis alors que sa carrière est lancée, elle décide d'arrêter. Aujourd'hui, elle a plus de 700 000 abonnés sur Instagram, 700 000 sur TikTok aussi, et elle vit de son métier d'influenceuse. Ça vous surprendra peut-être qu'on ait voulu recevoir une ancienne candidate de télé-réalité sur cette chaîne. Je dois avouer que c'est mon idée, parce que ça fait des années que je suis ce qui se passe dans ce milieu-là. Et en tant que féministe, j'ai souvent été interpellée par les relations entre femmes et hommes dans ce qu'on nous montre à l'écran. J'ai souvent eu l'impression que les hommes de ce milieu étaient de gros machos et que les femmes étaient souvent polytraumatisées, fragiles, avec un rapport compliqué à leur image. J'ai souvent eu de la peine pour certaines que j'ai vues évoluer et se faire défigurer à coup d'opérations de chirurgie esthétique. D'ailleurs, Natania, que nous recevons aujourd'hui, a exprimé des regrets. Après avoir fait des injections dans les lèvres, elle a décidé de se les faire retirer et nous parlerons de ça avec elle. Natania, c'est aussi une candidate de télé-réalité pas comme les autres. On s'identifie un peu à elle parce que dans son milieu, elle a souvent fait des choses qui ne se font pas. Elle n'a pas hésité à ouvrir sa bouche et à sortir du périmètre de ce qui est acceptable de dire. Par exemple, en 2021, avec d'autres candidates, elle a décidé de dénoncer publiquement certaines violences à l'intérieur de ce milieu. Ou encore, lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, elle a pris position pour défendre le peuple israélien, ce qui a été très rare dans son milieu et qui lui a valu beaucoup de harcèlement. Précisons aussi que Natania vient de sortir ce 5 février un livre aux éditions Hugo Doc, L'enfant oublié, dans lequel elle raconte son enfance chaotique avec une famille toxique et violente et des services sociaux incapables de vraiment la protéger, sujet que nous abordons tout de suite dès le début d'entretien avec elle. Bonjour Natania. Bonjour. Alors Marguerite, elle regarde beaucoup de télé-réalité. Mm. Moi, je ne regarde jamais. La dernière fois que j'ai regardé, c'était Love Story. Donc, ça fait vraiment longtemps. Toi, tu es une star de télé-réalité. J'aimerais que tu nous parles des émissions dans lesquelles tu as été recrutée et puis quels étaient les concepts de ces émissions et puis tu jouais quel rôle là-dedans? Alors, j'ai commencé avec Les Anges de la télé-réalité, où en plus ma saison c'était un tout nouveau concept, puisqu'il y avait vraiment 7 anges anonymes. Alors le concept de cette saison, c'était vraiment qu'il y avait du coup les 7 anges anonymes qui devaient se faire valider par les 7 anges, enfin en tout cas les autres anges emblématiques. Du coup, c'était une sorte de harcèlement, mais cautionné et validé par la prod. Alors, c'est sûr qu'à l'écran, c'est beaucoup plus marrant que ça ne l'était en vrai. Par la suite, j'ai participé donc à une autre émission de télé, mais avec une autre boîte de prod, parce que je me suis tout simplement dit, c'est peut-être parce que la boîte de prod avec qui j'ai travaillé, c'était pas ouf. Du coup, j'ai travaillé cette fois-ci sur W9. J'ai fait Moundir et les apprentis aventuriers, en deuxième télé-réalité, donc survie directe, plage, l'enfer, la fin et tout. Ça va, ça allait, franchement, plutôt bon tournage. Ensuite, j'ai enchaîné avec les Marseillais vs le reste du monde, où je suis restée une semaine et j'ai décidé de me barrer pour ma santé mentale. Et j'ai terminé avec la Villa des cœurs brisés, où j'ai eu une très très belle expérience avec la prod, et j'ai décidé de vraiment terminer sur une bonne note. Et du coup, j'ai arrêté, ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Ok, alors du coup, avec toi, on va reprendre les choses depuis le début. On va essayer de retracer un petit peu ton parcours et de comprendre ce qui t'a amené à ce milieu, ce que tu as vécu dans ce milieu, ce que tu en as retiré, voilà. Mais on va vraiment Comprendre comment j'en suis arrivée là. Exactement. Quand je t'ai eu au téléphone pour préparer cet entretien, une des phrases que tu m'as dites direct, c'est il faut savoir que les filles qui sont recrutées dans le milieu de la télé-réalité, souvent, ont des parcours de vie chaotiques. Et donc, tu m'as un peu raconté le tien, qui m'a assez impressionnée. Est-ce que tu peux retracer l'histoire de la petite Natania dans son enfance, son adolescence, raconter un peu dans
Quel univers est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que ça a été ta vie? Pourquoi est-ce que ça a été chaotique? Déjà, je suis issue, d'une famille, compliquée. Donc moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 2 ans. Jusqu'à mes 8 ans, je ne savais pas trop de quoi elle était décédée. Je pense qu'elle était on m'avait dit, maladie, médicaments, j'en savais pas grand-chose. J'ai grandi avec, ma grande sœur qui avait 22 ans de plus que moi, avec un frère aussi. Donc j'avais 2 frères, j'ai 2 frères. Un frère avec qui j'étais pas du tout proche. Genre ma sœur, elle me l'a toujours un peu considéré comme, le diable, à ne surtout pas s'en approcher. Et un autre frère avec qui j'ai grandi, mais qui est très vite parti de la maison. J'étais une enfant très calme, très seule. Par exemple, je me rappelle déjà qu'en primaire, j'aimais pas trop jouer avec les gens. J'étais plutôt plus avec les profs. Ça a continué comme ça jusqu'au collège. J'ai toujours essayé d'être le plus discrète possible. Pas d'heure de colle, pas de problème. Jamais rapporter de problème à la maison. Ma sœur était assez intense et souvent dépressive. Donc du coup, un rien pouvait déclencher ce que j'appelle des crises, parce que c'était vraiment, je sais pas, un exemple tout bête d'une tasse pas lavée qui pouvait partir en... J'ai sauté par la fenêtre, quoi. Donc du coup, quand tu grandis avec cette pression-là sur les épaules, tu te fais le plus petite possible. Déjà que j'étais pas très menue, mais je me suis encore plus renfermée. À mes 8 ans, en fait, j'ai appris que ma maman s'était suicidée. Donc le jour de mes 8 ans, le jour de mon anniversaire, ma sœur a jugé bon de m'offrir ça comme cadeau d'anniversaire. Du coup, j'ai appris ce qu'était le suicide et vraiment, elle n'a pas été de main morte. Hein. J'ai eu tous les détails les plus sordides de toutes les tentatives de ma mère. Et enfin, j'ai appris du coup que je ne connaissais pas du tout mon père biologique. Donc le père de ma sœur et d'un de mes frères n'était pas du tout le mien. Je l'avais senti, mais c'est vrai que ça a été un sacré choc. J'ai grandi beaucoup plus vite que mon âge, trop vite. À partir de 10 ans, j'ai commencé à habiter seule, puisque ma sœur, elle devait subvenir à nos besoins et donc travailler à l'étranger. Elle voulait pas spécialement prendre de nounou ou quoi, donc j'ai eu au début de nounou, on va dire vers mes 8, 9, 10 ans. À partir de 10 ans et demi, 11 ans, j'avais plus de nounou. Donc je me suis gardée toute seule. Mais c'était quoi ton quotidien? Enfin, t'allais à l'école, tu rentrais École, chez toi? maison, ouais, tout le temps. Encore, on restait toujours dans la même direction de pas de vague. Se faire discrète, pas ramener de problème. En fait, le fait d'avoir aussi appris le suicide, etc., j'ai un peu réalisé en fait que ma sœur aussi pouvait du coup aller cette fois-ci au bout de cette tentative et rejoindre ma mère. Et il était impossible pour moi de me dire, ok, j'ai pas pu sauver ma mère et je pourrais pas non plus sauver ma sœur. Donc du coup, j'ai tout fait de mon possible pour sauver ma sœur, en tout cas de ce qui était possible pour une enfant. C'est-à-dire se faire le plus discrète possible, pas d'histoire. Moi, les trucs de fuguer pour aller rejoindre ses copines et tout, bah, ça n'existait pas. J'avais pas de copines qui venaient à la maison. Et en fait, j'ai compris plus tard, parce que moi, je comprenais pas pourquoi enfant, mes copines n'avaient pas le droit de venir à la maison comme n'importe quel enfant, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était aussi un foyer extrêmement toxique dans lequel j'ai grandi. Ma sœur a fumé, je sais même pas combien de joints par jour. Donc forcément, j'ai appris aussi avec le temps que ça a des graves incidences sur la tête, sur ta perception des choses, de la réalité, tu deviens parano, agressif, toutes ces choses. Du coup, ça devenait effectivement très compliqué d'avoir une vie sociale. Elle n'en avait pas. Et du coup, je n'en avais pas le droit non plus. Donc on était vraiment toutes les deux. À mes 15 ans, 13 ans et demi d'abord, elle m'a mis dehors une première fois. Un matin, comme ça, je me suis réveillée, elle s'est mal réveillée, elle a refait ce que j'appelle une crise encore. Donc cette fois-ci parce que j'avais marché dans la maison avec les chaussures. Et du coup, elle a décidé de me dégager de la maison. En 1 heure, c'était réglé. En 1 heure, elle m'a mis dans un taxi et m'a envoyée chez le frère, le diable. Donc ça a été une grande surprise pour moi parce que je le connaissais très peu. Et j'ai vécu... C'était intense. J'ai pu découvrir ce qu'était la violence conjugale parce que du coup, il frappait sa compagne. J'ai aussi découvert ce qu'était la drogue dure, du coup, parce que lui, c'était quelqu'un qui allait souvent à l'époque, en tout cas à l'époque, c'est horrible, que de la cocaïne. C'est horrible comme phrase, pardon, c'est terrible. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était que de la cocaïne. Et du coup, je suis restée 3 mois et demi chez lui.
3 mois et demi très intenses, puisqu'il a fini par aller en prison pour des faits très graves. Donc du coup, je suis retournée chez ma sœur. Violence sur sa femme. Plus grave encore. Ouais, plus grave encore, plus grave. En tout cas, il a eu une condamnation de 5 ans. Enfin, en tout cas, il avait 8 ans, il a pris 5 ans. Même ça, justice française, je ne comprends pas. Et du coup, pour les faits qui lui ont été reprochés il y a maintenant plus de 12 ans, il continue encore les mêmes faits. Et la justice française, j'attends encore qu'il décide de mettre un terme à cette histoire, puisque c'est un cercle infernal en fait. Tu ressors de prison, tu es pire en prison, tu ressors encore pire que ce que tu n'étais rentré. Et du coup, j'ai dû quitter ce que je venais de découvrir chez mon frère, puisque je venais d'apprendre à le connaître aussi de mon côté. Et du coup, c'était extrêmement compliqué pour moi de... En fait, j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que ça fait que... Là, j'ai 25 ans, ça doit faire quoi, 2 ans, 3 ans que je me rends compte en fait de ce que j'ai vraiment vécu. Parce que comme tu es tout le temps dans la spirale, tu te rends pas compte. Tu compares à des choses qui sont incomparables. Et par exemple, je me disais, bon, ok, il se drogue, ok, il frappe sa copine, mais au moins, moi, il m'insulte pas. À la différence de ma sœur. Et en fait, on vient à comparer tout et tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment pas viable et c'est extrêmement toxique. Et en tout cas, tu as toutes les cartes en main pour devenir un enfant avec des mauvaises bases quand tu as grandi comme ça. Et ta scolarité pendant tout Ah, ce ça a temps? été une catastrophe. J'étais déscolarisée. J'ai été déscolarisée. Dès que ma sœur m'a dégagée dehors, j'ai été déscolarisée pendant 3 mois alors que j'étais en 4e. Après ça, je me suis beaucoup rapprochée de la religion à ce moment-là de ma vie. Je savais que j'étais juive, mais je savais rien d'autre sur ma religion à part que je devais pas manger de porc. Et puis je pense que c'est un truc qui est très courant à l'humain. Quand on n'a plus rien, on se raccroche à Dieu, parce que c'est notre seul espoir au final. Et moi, à ce moment-là, j'avais vraiment plus rien, quoi. Ma sœur, elle était à l'autre bout du monde, elle était partie se réfugier en Thaïlande, en train de vivre sa best life. Et moi, j'étais au train de gérer une vie d'adulte chez mon frère. Du coup, je me suis réfugiée dans la religion. Et petit à petit, en fait, j'ai parlé avec un rabbin qui m'a dit « Mais en fait, pourquoi tu n'es pas en cours ?» Et je dis « Ah, ça intéresse quelqu'un ?» Du coup, ils m'ont mis dans une école juive. Donc, ça a été pareil, du tout au tout. Moi, je suis passée de ZEP à un collège ZEP, à direct école privée juive. Donc, ça a été un vrai choc de culture, bizarrement, alors que pourtant, c'est la mienne. Mais ça a été toute une redécouverte qui m'a apporté plein de choses positives aussi. Ce côté hyper famille qui me manquait. Mais à la fois ce côté aussi hyper autoritaire de la religion, où on te donne plein d'ordres, chose que je ne cautionnais plus parce que j'étais seule depuis déjà un petit moment, donc j'avais beaucoup de mal avec l'autorité. J'étais un peu la rebelle, je pense, de l'école juive, un peu tatouée, j'arrivais pas tout le temps avec les tenues qu'il fallait, etc. Heureusement qu'il voit pas mes photos Instagram maintenant. Et du coup, après ça, en fait, ma sœur a tout simplement récupéré la garde. Pareil, c'est un truc que je comprends pas maintenant que je suis adulte. Je comprends pas pourquoi, comment, mais bon, en tout cas, ça a été le cas. Je suis restée chez Légalement, elle. qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire que quand ta mère est décédée et que, donc du coup, de ce que je comprends, ton père t'avait pas reconnu. Ouais, en fait, on savait pas du tout qui était mon papa. Ma mère en D'accord. avait parlé à personne du tout. Donc, on n'avait aucune idée de qui était mon père biologique. Mais l'aide sociale à l'enfance est venue, enfin, il s'est Ouais. passé quelque chose? Alors, ma mère souffrait encore de dépression, hein, malgré le fait que, même pendant la grossesse, ça a été une grossesse particulièrement compliquée pour la mienne. Elle continuait à prendre des cachets, etc. Donc, c'était vraiment une grossesse à risque. Grâce à Dieu, je suis née, tout va bien. J'ai pas eu spécialement de problème ou quoi, malgré que je suis née en dépendance. Donc, j'ai dû quand même rester quelques temps sous couveuse parce que je dormais tout le temps, puisque j'étais sous Exomil, donc je me nourrissais pas. Et elle a essayé, je pense, vraiment de tenir le truc. Et malheureusement, quand tu es dépressif, il n'y a rien qui te maintient en vie, quoi. Ça revient tout le temps. Et du coup, elle n'était pas très souvent là, jusqu'au jour où je ne sais plus pour quelle raison je pleurais étant enfant. Et je crois que j'avais même pas 1 an. Je devais avoir 8 mois, un truc comme ça. Et c'est mon frère qui a appelé ma sœur en lui disant, mon frère qui était à l'époque âgé de 11 ans, qui a appelé ma sœur pour lui dire, écoute, la petite, elle n'arrête pas de pleurer et tout, est-ce que tu peux venir pour voir si c'est une couche à changer ou je sais pas. Et pour vraiment remettre dans le contexte, on est vraiment dans une famille extrêmement toxique les uns avec les autres. Donc il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de situation où on essaye de faire au mieux pour tout le monde. Il y a vraiment une sorte de dualité de qui est le mieux que l'autre. Et ma sœur, dans cette dualité-là, après, elle va toujours l'excuser en disant bien faire, mais elle est arrivée directement avec les services sociaux.
qui ont directement retiré ma garde à ma mère. Donc ils sont passés au tribunal, ils ont fait un conseil de famille. À la suite de cette décision, le juge a donc décrété de retirer la garde à ma mère pendant un certain temps, le temps qu'elle aille se faire suivre. Et évidemment de respecter les visites, ce qui était primordial pour le bien-être de ma mère. Chose qui n'a pas du tout été respectée par ma sœur, qui était du coup toujours dans cette dualité de je suis mieux que toi, je suis une meilleure mère pour Nathania que toi. Et du coup, les visites n'ont pas du tout été respectées, ce qui a rendu ma mère, en tout cas des témoignages que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années, puisque j'ai voulu connaître vraiment mon histoire, voulu comprendre qu'est-ce qui l'avait poussée à ce point à mourir alors que tu avais un enfant, quoi, un nourrisson. Et apparemment, ça a été extrêmement compliqué pour elle de voir sa propre fille lui faire une dualité pareille et surtout lui retirer la garde, quoi. C'est très fort comme événement et elle a fini par se ôter la vie comme ça. Et du coup, le juge a tout simplement proposé à ma sœur de garder la tutelle alors qu'à cet âge-là, donc j'avais 1 an et demi au moment où ma maman est décédée, donc j'aurais pu être adoptée. Et j'aurais adoré en vrai être adoptée. Quand je vois l'issue de ma vie, c'est pas passé comme ça. Ma sœur a préféré me garder, donc elle a eu toutes les aides financières. Je trouve ça aussi important de le dire que voilà, elle a eu quand même un appartement, des aides financières et tout le tralala. Évidemment, ça reste néanmoins une charge émotionnelle, mais énorme, puisqu'elle avait quand même 22 ans. Enfin, une femme de 22 ans avec un bébé de 1 an et demi, ça devait être aussi extrêmement conséquent comme travail. Mais voilà, elle a eu comme les assistantes sociales qui m'ont suivie aussi. Ça a duré un petit temps. Voilà, ça s'est plutôt bien passé quelques années. Et après, ça s'est dégradé parce que dans ma famille, en gros, on estime que passé un certain âge, vous n'êtes plus des enfants. Et pour mon cas, c'est à partir de 8 ans. Voilà, qu'à partir de 8 ans, j'étais plus vraiment considérée comme une enfant et je devais justement accepter d'avoir la même charge mentale qu'une adulte. Et j'étais vraiment en plein dans toutes les histoires d'adultes. C'est-à-dire que je voyais tout, j'étais au courant de tout, je savais tout. Ma sœur, elle a fait une tentative de suicide, je crois que j'avais peut-être 5-6 ans. Et les médicaments, c'est à moi qu'elle a demandé de lui ramener. Donc, heureusement qu'elle a été accompagnée ce jour-là d'un de ses petits copains. Parce que du coup, j'aurais aussi porté la culpabilité de sa mort sur les épaules. Parce que mes frères et sœurs m'ont souvent porté responsable de la mort de ma mère, en disant que pour eux, elle était restée en vie, qu'elle était vivante, qu'elle était plus forte. Et que moi, en tout cas, je suis le dernier enfant et que ça a été la goutte de trop et que c'est à cause de moi qu'elle est décédée. Donc ça a été très, très, très dur à porter en tant qu'enfant. Je pense que ça a aussi contribué beaucoup au fait que je voulais pas du tout déranger, être la plus parfaite possible. Ça a été une charge mentale énorme, vraiment. Du coup, ça a été comme ça jusqu'à mes 15 ans. À mes 15 ans, j'ai rencontré mon premier petit copain, ce que je pensais être mon premier petit copain. Aïe, ça a été compliqué. Ça a été très très compliqué. J'ai été face à, au début, violence uniquement verbale. Et que moi, je pensais être de l'attention. Parce que du coup, j'ai grandi que dans ça, en fait. Pour moi, comme j'étais habituée à ce qu'on me dise, mais si tu portes ça, c'est pas bien. Moi, ma sœur, elle m'a toujours parlé comme ça. Elle m'a toujours comparée même à une pute quand j'étais jeune. Hein. Je crois que la première fois, je devais avoir 11 ans. J'avais un petit copain, un chéri d'école d'enfant. Du coup, je voulais pas mettre un jean parce que j'estimais qu'il était moche et que je voulais mettre une jupe parce que je voulais plaire à mon amoureux. Et ça m'a valu d'être insultée de pute et j'en passe. Et ça a été assez récurrent. Et du coup, j'ai pas vu les alertes. Je me suis pas dit, ok, c'est parce qu'il m'insulte que ça va aller plus loin. Je me suis juste dit, ok, il s'intéresse à moi, il veut me protéger. Et puis ça a viré au drame, il s'est mis à me frapper. Il m'a violée alors que j'étais vierge quand j'avais 15 ans. J'ai eu beaucoup de mal à en parler parce que dans ma religion, on a un seul homme. On ne se donne pas à plusieurs hommes. Et du coup, c'est horrible parce que c'était plus important pour moi de me dire « Ok, je vais être sale si je couchais avec un autre homme une fois. » Genre, j'étais prête à me dire « Ok, c'est plus important qu'il m'ait volé ma virginité que le fait qu'il m'ait violée. » Enfin, je sais pas si c'est lisible, mais c'est à peu près ce qui s'est passé dans ma tête. Et c'est dur de se dire « Putain, genre, à ce degré-là, je me considérais pas, quoi. » Et du coup, ma sœur a appris, je crois, 6 mois plus tard, ce qui m'était arrivé.
Sachant que pendant ces 6 mois, je continuais à me faire violenter sans jamais rien dire parce que j'avais terriblement peur de la réaction de ma sœur, pas contre moi, mais contre elle. Et ça n'a pas loupé, puisque quand elle l'a su, elle a été adorable pendant 2 semaines. Vraiment adorable. Je crois que c'est une des rares fois où je me suis sentie aussi proche d'elle. Et puis après, ça a recommencé, donc on est toujours encore dans la perversion et dans la manipulation. C'est, par exemple, ça va être des trucs tout cons, genre t'es rentrée avec 1 heure de retard, c'est quoi, t'es allée te faire violer dans les toilettes cette fois-ci? Voilà, c'est plein de ce genre de culpabilité. Donc, du coup, ça renforce encore plus la culpabilité que j'avais déjà en tant que victime. De me dire, au final, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'au final, c'est moi qui ai cherché ça, peut-être qu'au final, j'ai peut-être été trop ou pas assez. Et du coup, ça a continué comme ça, tout le temps, avec des mots de plus en plus durs. C'était la première fois qu'elle avait vraiment quelque chose qui pouvait me faire mal, en fait, hormis ma mère. Et ça n'a pas foiré, ça m'a vraiment fait mal, au point que j'ai décidé, je m'en rappelle, c'était, je crois, début décembre 2014, parce que j'allais avoir 15 ans, ouais, donc 14. Et je regardais par la fenêtre comme ça et je me suis dit, c'est soit je saute par la fenêtre, soit je me casse de cette maison. Et je ne savais absolument pas ce qui m'attendait en dehors, j'avais personne, je parlais avec aucun oncle, aucune tante. Je me rappelle regarder mon répertoire comme ça en me disant, mais chez qui je vais bien pouvoir aller? Enfin, j'avais vraiment personne, quoi. Et au final, j'ai eu de la chance, j'ai recontacté une cousine, on n'était pas très proches, mais en tout cas, elle était majeure et elle a accepté de m'héberger. Et du coup, je me suis barrée de chez moi, comme ça. Je suis allée vivre 1 mois chez une cousine. Après ça, elle devait aller faire la fête à Los Angeles, donc elle m'a jeté de l'appartement. Je suis allée vivre chez une copine à moi, que je salue, qui m'a accueillie, elle et sa famille, mais les bras ouverts, une vraie famille. Mais voilà, pareil, ça reste une famille nombreuse. T'égale argent et tu restes un coût supplémentaire. Et toujours dans la volonté de vouloir se faire la plus petite possible et ce sentiment vraiment de déranger, je suis partie et du coup j'ai été vivre chez un cousin qui m'a fait travailler pour pouvoir habiter chez lui. Donc du coup j'ai dû vendre des parfums au lieu de pouvoir continuer ma scolarité comme n'importe quel jeune de 15 ans. Donc j'ai travaillé de 6h30 tous les jours jusqu'à 21h pour 20 € par jour. Mais je pouvais au moins habiter chez lui. Vous comprendrez bien du coup que je ne le salue pas, celui-ci. L'exploitation. Ouais, vraiment. Mais totalement banalisé, hein. C'est presque... Et le pire, c'est que j'en étais à un tel degré de manipulation et d'emprise que j'en venais presque à le remercier et carrément à refuser les 20 € par jour, quoi. Tellement, enfin, c'est fou. Avec du recul, j'ai beaucoup de peine pour ce que je me suis laissée endurer. Et du coup, j'ai mon frère qui sort en même temps, donc mon frère sort de prison. Je ne l'ai pas revu depuis que j'ai habité chez lui, donc il y a 5 ans. Il me massacre parce que, pareil, j'ai pris la décision, malgré tous les conseils de ma famille, de dire la vérité. Là où il m'a demandé de mentir à la brigade des mineurs, j'ai dit la vérité parce que je pensais que c'était ce qui était juste et que je ne pense pas qu'un lien de sang excuse tout. Que je ne pense pas que parce que c'est ta famille, tu dois les protéger envers et contre tout. Non, je pense que si t'es une mauvaise personne et que tu as fait du mal, tu dois répondre de tes actes. Tu ne peux pas dire de quoi il s'agit. Oui. Il a été condamné pour viol sur mineur. D'accord. Voilà. Donc je ne pouvais pas l'accepter. C'était Intolérable. C'était intolérable pour moi, insurmontable, et je comprenais même pas comment ma famille ont pu... Alors dire oui, on sait que ça s'est passé, mais ça reste un membre de notre famille, on le protégera, quoi. Pour moi, c'était vraiment la définition même de cette emprise, de cette toxicité familiale que je réfutais, et que plus je grandissais, plus ça m'écœurait, quoi. Donc c'est la première fois en fait que tu te mets à parler, enfin que tu te mets à dénoncer, quoi. En tout cas, ça a été la première fois où je me suis vraiment rebellée vraiment contre ma famille en disant, écoutez, cette fois-ci, je ne vais pas être la gentille soumise qui fera ce que vous avez envie, parce qu'il ne s'agit plus que de vous ou de moi, mais là, il s'agit de victimes. Enfin, d'autant que je connaissais les victimes et qu'il était impossible pour moi de... Alors ça a été très dur, parce que du coup, j'ai été la paria de la famille. Et que j'ai subi aussi du coup cette agression physique par mon frère qui est un monstre, hein, physiquement. Il fait 1m95, 120 kg. Je fais 1m63 et je suis toute menue.
Donc j'ai été battue par mon frère. Mon cousin, donc j'habitais encore chez mon cousin à ce moment-là. Donc j'ai été rapatriée par le SAMU qui m'ont emmenée à l'hôpital. Mon cousin m'a fait sortir de l'hôpital pour pas que je puisse parler avec les médecins et qui voient, parce qu'en vue des blessures, ils auraient su directement que c'était des violences physiques et non pas une chute dans l'escalier comme ils ont voulu le faire croire. Et du coup, j'ai dû être sortie de l'hôpital pour pas que sachant que ça faisait même pas une semaine qu'il était remis en liberté, donc il aurait directement été retourné en prison. Pareil, j'ai fermé ma bouche parce que j'estimais que ça ne concernait que moi et que moi, après tout, c'était pas si grave. Et du coup, je me suis même pas fait soigner. Et au final, comment est-ce que tu as réussi à commencer à sortir de l'emprise de cette famille? Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors déjà, il y a entre le moment où tu commences à mettre le terme de l'emprise, ensuite il y a le moment où tu dois réaliser, et après il y a le moment où tu t'en détaches. Et concrètement, matériellement, physiquement, dans ta vie concrète, à quel moment est-ce que tu as commencé à prendre une forme d'indépendance et à voler de tes propres ailes? Alors j'ai volé très tôt de mes propres ailes, puisque à partir de mes 15 ans et demi, 16 ans, j'étais en foyer. Et là, plus personne de ma famille... alors là, j'intéressais vraiment plus personne. Hein. Il n'y a plus personne qui est venu me voir, même pour me donner un paquet de pâtes. Vraiment, j'étais vraiment toute seule. Donc à partir de là, déjà, ça a commencé à créer une distance émotionnelle. C'est tout. À mes 18 ans, j'ai quitté Paris. Je suis allée dans le sud de la France, toute seule, sans prévenir personne, parce que mon ex, du coup, a été condamné à 8 mois de prison. Est-ce que tu as porté plainte? J'ai déposé 9 plaintes. J'étais toutes les fois à Hôtel-Dieu, constater mes blessures. Il se passait rien, jamais. Au plus, il y avait 72 heures de garde à vue et pourtant, j'ai quand même été séquestrée je ne sais combien de fois, dont la fois la plus longue, j'ai quand même été séquestrée 9 jours dans son appartement. Où c'est la police carrément qui sont venus me sortir de cette séquestration. Donc pour moi, je ne comprenais même pas comment il était possible que ce mec-là soit relâché, et pourtant. Donc il a fallu 9 plaintes et une policière qui s'est dit il faut qu'on s'attarde parce que ça devient grave. Que enfin il a été condamné, que là j'ai quitté Paris parce que j'étais terrorisée de la suite en fait, parce qu'au procès il a quand même dit pour 8 mois de prison j'aurais dû carrément la tuer. Et en vrai il a pas tort, quand on voit un peu les condamnations de justice en France, il a pas vraiment tort. Et du coup je suis allée dans le sud pendant 1 an et demi, aucun signe de vie de ma famille, rien. Je commençais vraiment à me détacher émotionnellement. Dans un foyer aussi dans le sud? Non, l'enfer, hein. J'avais pas de lieu, donc au début j'ai pris une sorte de Airbnb, mais piteux, jusqu'à trouver du travail et là enfin pouvoir prendre mon appartement. Et choix judicieux le sud parce que c'est quand même nettement moins cher que Paris, mais c'est très compliqué pour moi parce que je connaissais personne et que je venais tout juste d'être victime de 3 ans d'agressions sexuelles, physiques et psychiques. Et du coup je me suis tout simplement enfermée dans un appartement pendant 6 mois, sans parler à personne, sans même me regarder, puisque je ne pouvais plus voir mon reflet dans une glace sans cacher le miroir. Tout mon corps me dégoûtait, je me dégoûtais profondément. Du coup, j'ai commencé à travailler sur moi-même, puisque je me suis dit, mais là, je vais devoir passer le reste de ma vie avec ce corps, qui est le mien, et j'avais du mal à intégrer que c'était le mien. Du coup, je suis allée voir une sexologue, ensuite une hypnothérapeute, et enfin une psychologue. Donc j'ai fait tout ce travail-là. Et t'arrivais à financer tout ça parce que tu travaillais à côté? Ouais, mais en fait, je crois que vraiment, je pense que la plupart de mon argent encore aujourd'hui passe dans la reconstruction de ce qui a été abîmé. J'ai toujours pensé d'ailleurs envoyer la note finale à ma famille, mais je pense pas qu'ils soient hyper coopératifs. Et à ce moment-là, tu te projetais comment? Tu te disais, mais ma vie plus tard, ça va être quoi? J'avais aucune ambition. En fait, pour moi, c'est la période où je me suis fait tatouer envie. Et c'était juste, waouh, je viens de sortir de tout ça. En fait, là, pour moi, juste d'avoir 18 ans, c'était lunaire. Pour moi, il était impossible que je fasse le 18e anniversaire. C'était soit j'allais mourir sous les coups, soit j'allais finir par me tuer. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc, j'étais juste vraiment dans l'instant présent de waouh, je suis en vie. Moi, maintenant, ce que je voulais faire de base, c'était journaliste d'investigation. J'avoue, c'était mon rêve. Malheureusement, le foyer n'a pas pu payer mes études. Du coup, je me suis dit, go créer un blog. Quoi le rapport? Aucun, sauf que j'écris, donc j'étais contente. Et du coup, j'ai créé un blog où à l'époque, déjà, quand j'étais en foyer, j'essayais un peu de gagner un peu 2-3 sous. Genre, j'allais voir des marques et je leur disais, si vous voulez, je vous fais votre shooting photo, mais pour 100 €. Maintenant que je connais les sommes, je me dis, mais mon Dieu, ils étaient tellement dans le bénéfice.
Et du coup, j'ai fait comme ça, j'ai fait plein de marques. Et toutes les marques en fait, pour qui j'avais fait modèle photo, je les ai recontactées en leur disant pareil, je vous fais un article cette fois-ci, mais pour 100 €. Et du coup, C'était quoi? C'était un blog mode? Ouais, c'était un blog mode. Et en plus, je l'avais référencé numéro 1 sur Google. Donc, Natania. C'était un blogspot? C'était quel type de blog à l'époque? Blog, vraiment tout ce qui est beauté, accès beauté, lifestyle et tout. Et je faisais quelques articles un peu sur le foyer, sur la vie en foyer. Et du coup, petit à petit, je me suis fait repérer donc, à l'époque par la femme de Benjamin Castaldi, donc Aurore, qui était, je crois, à l'époque directrice de casting et qui avait commencé doucement à se rediriger dans l'influence. Et elle avait repéré mon profil. Alors là, ne me demandez pas comment, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'était pas encore Instagram à l'époque. Ça l'était, mais c'était vraiment plus la hype. C'était vraiment 2019, 2018, 2017, 2018. C'était vraiment la hype du blog. On était en plein dedans, c'était hyper tendance. Et du coup, petit à petit, je commençais un peu à jouer sur les réseaux sociaux, mais je ne voyais pas vraiment une fin en soi. Déjà parce que je ne m'estimais pas du tout assez importante pour être entendue. J'essayais juste de survivre, quoi. De survivre, je ne savais même pas comment le mois suivant allait se passer. Parfois, je me rappelle, j'allumais juste ma clope et je regardais mon frigo. Bon, il était vide, mais j'avais un frigo, quoi. Et c'était... encore maintenant, d'en reparler, ça m'émeut parce que je me dis, c'est fou, quoi. J'avais un frigo. Et parfois, les plaisirs comme ça me manque. De me dire, j'étais tellement contente de rien. C'était bizarre et en fait, j'avais rien. Je savais pas du tout où j'allais. Je savais pas du tout ce que j'aurais. Mais j'étais juste contente de me dire, waouh, personne me tape dessus, j'ai pas de cris, j'ai pas d'insultes, pas de pression. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler un peu dans l'influence, donc à l'âge de 18 ans. En fait, j'ai fait que ça toute ma vie, j'ai connu que ça. Et après, on m'a démarché donc, pour la télé-réalité. On m'avait déjà démarché en fait 1 an avant, donc juste avant que j'ai ma majorité. Je crois que c'était peut-être 3-4 mois avant mon 18e anniversaire, où j'avais passé d'abord un premier casting pareil pour Les Anges. Comment est-ce que tu avais repéré Instagram. Ok, d'accord. Instagram. J'avais le directeur de casting qui m'a repéré sur Insta. Moi, à l'époque, je traînais énormément en boîte gay. Après, c'est en vrai, maintenant que c'est cohérent, j'ai phobie cruciale de l'homme. Mal avec les femmes, parce que j'ai été trahie aussi par ma sœur de façon assez intense, où elle m'a vraiment voulu du mal, donc ça a été très compliqué pour moi, après ça, d'associer la femme à la bienveillance. Et du coup, le milieu gay était pour moi le meilleur refuge du monde, quoi. J'avais cette protection un peu masculine, mais à la fois, ils étaient complètement désintéressés, donc c'était le rêve. Et du coup, ce directeur de casting était aussi pas mal dans le milieu gay, du coup, je pense qu'il a dû me repérer comme ça. Et du coup, j'ai passé mon premier casting, j'avais même pas 18 ans, donc j'étais mineure. Ça s'est très mal passé. Raconte. Donc on est à peu près dans une salle comme ça, avec un grand bureau comme ça. Donc il y a le directeur de casting à côté de moi, les 2 producteurs, 2 hommes de 50 ans. Moi, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Je pensais que ça allait être des meufs hyper tendances et tout. Pas du tout, c'est vraiment les mecs bureau, costard, cravate, aucun rapport. Et tu te dis, quoi, c'est ça devant Alona Villa? Incroyable. Et du coup, je me dis, c'est cool, on va pouvoir avoir une conversation assez profonde. Et moi, je voulais vraiment montrer, parce qu'en foyer, il y avait aussi beaucoup de filles qui regardaient la télé. Pour moi, c'était pas mon cas. Je regardais pas la télé, mais parce que ça faisait partie d'un truc de groupe et j'étais très solitaire. Donc, je regardais pas la télé, bien que je voyais ce que c'était. Mais je voyais tellement les filles de foyer qui me disaient, t'imagines si un jour on fait de la télé, on va être blindés, on fera aller à Miami et tout. Et du coup, c'était hyper important pour moi. Je voulais montrer aussi, je voulais représenter un peu cette femme où on se dit comme ça d'apparence, ah ouais, ça doit être une bimbo cervelée. Et en fait, non, il y a aussi toute une histoire derrière. Il y a aussi ce côté, on se bat, on n'a rien et on veut s'en sortir et on va pas tomber dans les clichés de voilà, alors parce qu'elle est en foyer, alors elle va forcément tomber amoureuse d'un proxénète, se droguer et vivre 15 ans de prostitution. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un type de vécu. Et du coup, je raconte comme ça mon histoire un peu au producteur, etc. Donc je lui explique, voilà, là je suis en foyer, je ne sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, mon rêve c'est d'être journaliste, patati patata. Et il me coupe et il me dit, et tu te rentres des trucs? Et moi je comprends pas, je me dis, est-ce qu'il me parle de stylo, de quoi il me parle? Et je me tourne comme ça vers le directeur de casting, je lui dis, j'ai pas compris la question. Genre vraiment, teubé quoi, genre vraiment, je me suis dit, j'ai pas compris. Ah, je sais pas, tu te rentres des godes, des trucs. Et donc là, je le regarde, je dis, mais t'es con ou quoi? Mais t'es un enfoiré en fait, genre je suis en train mon ex, je te parlais du fait que mon ex a été condamné il y a 3 mois, enfin que je suis encore... Et donc de là j'explose. Je n'ai pas la sagesse que j'ai aujourd'hui, hein. C'était il y a 7 ans, donc forcément hyper colérique, j'étais furax. Ce qui semble normal en soi. Ce qui est en vrai normal, Ah et oui. en fait ils ont kiffé. Ah.
c'est là le problème. Ah d'accord. C'est-à-dire que je Ça pensais qu'il y avait commence un comme ça. problème, mais en fait, il y a encore problème sur problème. C'est qu'en fait, ils ont kiffé le fait qu'ils m'ont littéralement blessée et insultée et manqué de respect. Donc, j'ai dit, waouh, en fait, là, vous avez kiffé le fait que je vous manque de respect. Donc, en fait, on est dans un délire un peu de sado mutuel, sous contrat. C'est génial. C'est du génie. Et du Donc coup, là, ils te proposent de t'embaucher sur... ouais, sur la saison qui devait arriver, donc j'allais tout juste avoir 18 ans. Donc, je leur dis, il est hors de question que je travaille avec des enfants et comme vous, c'est mort. J'ai pas fait tout ça pour me remettre là-dedans, c'est mort. C'est impossible. Donc c'est là où je décide, j'ai vraiment un ras-le-bol de me dire en fait, il n'y a aucune issue pour moi, c'est-à-dire peu importe où je vais aller, ça va être la merde. Donc c'est là où je décide d'aller à Sanary. Et puis de temps en temps, je retourne à Paris pour aller voir mes potes, etc. Et à ce moment-là, j'ai donc le directeur de casting avec qui j'avais gardé contact parce qu'ils sont très forts. Eux, c'est oh là là, je suis tellement choquée de ce qu'il t'a dit. Tiens, je fais une clope. Alors qu'en fait, il est en message derrière en disant bravo, t'as assuré, tu vois. Et du coup, donc, il m'envoie un message en me disant écoute, ils sont plus là, etc. Est-ce que tu veux juste remonter dans nos bureaux juste pour parler? Comme par hasard, j'étais à côté à ce moment-là, j'étais vraiment à 10 minutes des bureaux. Je monte. Je vois deux meufs hyper girl boss et tout qui me font un lavage de cerveau pas possible. Genre, écoutez, maintenant les mecs, c'est fini, on veut montrer que les femmes. Moi, ça me parle direct, mais moi j'ai 18 ans, enfin j'ai 19, ouais, à peine 19 ans. Je me dis, ok, mais génial. C'est ça, parce que ça, c'était 1 an plus tard. Un an plus tard, ouais. Et du coup, donc il y a vraiment deux femmes en plus. Enfin bref, c'était génial, hein, vraiment, ça a été un travail il y a vraiment une manipulation de. On veut connaître ton histoire pour savoir sur quoi on va appuyer pour te toucher. Moi, ça a été le côté maternel. Alors, dès qu'elles ont commencé à me dire, tu sais, t'as l'âge de notre fille, alors là, ça y est, j'étais prise dans les filets, j'avais la tête dedans, c'était mort, quoi. J'ai signé le contrat le jour même. Sans même demander avis à qui que ce soit. C'est lunaire. Et du coup, j'ai signé un contrat sans même savoir où j'allais. Je ne savais même pas dans quel pays j'allais. Je partais, je crois, 3-4 mois plus tard. Et du coup, ils m'ont mis dans un jet, ont repris mon téléphone. Je ne savais même pas sur quel pays j'allais. Je me suis retrouvée comme ça, première télé-réalité, Les Anges de la télé-réalité 11, je crois. Et du coup, tu penses que donc les femmes qui sont recrutées dans le milieu de la télé-réalité, en général, sont plutôt des profils de femmes qui ont des fragilités, des femmes polytraumatisées, que les producteurs spécifiquement cherchent ça. Complètement. Et chez les hommes, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche deux choses différentes? Ah oui, complètement. Comment pour se moi, fait le choix? Alors maintenant, ça fait quand même 6 ans, donc j'ai un certain recul maintenant sur ce qui s'est passé, sur le déroulé. Je me suis aussi renseignée sur plein de choses. Je pense vraiment que... Alors déjà, chaque boîte de prod a son intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans les Marseillais, c'est cette volonté de sexualiser beaucoup les filles, la tromperie, quelque chose qui est vachement enclin dans les Marseillais. On adore tout ce qui est tromperie, trahison et tout, c'est vraiment très tendance. À la différence des Anges, où il y a vraiment ce profil type, où on va chercher, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que du coup je me suis tapé toutes les saisons des Anges, pour prouver que c'était vraiment un mécanisme, une volonté de la production. On va chercher une personne assez différente, généralement une femme beaucoup plus sensible, qui va vraiment devenir le bouc émissaire. Et tu vois vraiment de l'harcèlement, mais complètement banalisé. Enfin moi, il y a des séquences des Anges où je me suis dit, mais comment, en tant que téléspectateur, on s'est pas dit, oula, c'est grave. En fait, on en rigole d'une chose extrêmement grave. Ou si ça se serait passé dans une cour de récré, alors là, tout le monde crierait au harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux me donner un exemple, vu que je regarde pas de télé-réalité? Ouais, bien sûr. Alors, un exemple. Je vais pas parler de ma saison, comme ça, je serai vraiment objective. Oui. Je vais parler... Moi, une saison qui m'a particulièrement choquée, ça a été Aurélie Preston. Donc, ça a été, je crois, Les Anges 4. Il y en a une qui s'appelait, il me semble, Andréane, qui est canadienne. Donc déjà, elle a un accent et puis elle est très gentille. C'est pas la fille qui veut des histoires, c'est la fille un peu chill qui veut être là pour faire la photographie. Dès le premier jour, hein, elle se prend des foudres, on sait pas pourquoi. On va mettre un cochon dans son lit, un cochon vivant. On va uriner sur son lit. On va balancer de la javel sur le visage de candidates. Mais c'est qui fait ça? C'est les autres participants. Ouais. Et on leur Tout ça demande filmé. Alors, moi, pour ma part, de mon expérience à moi, parce que je ne peux pas parler du coup pour les autres expériences, mais pour mon expérience à moi, la prod savait pertinemment ce que je vivais, parce que j'ai vécu un harcèlement, mais absolument terrible dans Les Anges. J'avais quand même, je crois, si je me souviens bien, 19 candidats contre moi, quotidiennement. Donc la production me voyait. Il y a eu des fausses sonnettes d'alarme les gars, un petit peu mollo, hein, parce que ça sera vraiment pas diffusable. Donc c'est même pas le côté humain,
Genre, les gars, là, vous allez trop loin. Enfin, vous êtes quand même à 19 sur une meuf de 19 ans qui vous a concrètement rien demandé. Donc oui, c'est génial, ça fait des séquences. Mais est-ce qu'on peut... Non, c'était vraiment... alors, sur le harcèlement, top. Par contre, n'allez pas trop dans les dérives parce qu'on ne pourra pas le monter du coup. Et quand tu entends ça et que tu es victime, et que... Enfin, moi, c'est vraiment une scène que j'ai vécue dans un salon avec la productrice qui s'est considérée comme, je cite, ma mère de l'émission. Que je vois cette femme en qui j'avais, du coup, misé toute ma confiance, quoi. Parler de ce que je vivais comme une séquence, ça a été terrible. Alors pourquoi ils te harcelaient? C'était quoi? Enfin, Ça a c'était quoi la commen- situation? Alors la situation a été que ça a commencé parce que j'ai mis une paire de chaussures de marque et qu'ils ont dit une fille de 19 ans qui a été en foyer avec une paire de chaussures de marque, c'est forcément que t'es une prostituée. Et tout est parti de là, parce que j'ai mis cette chaussure, que j'ai gardée. Je ne l'ai jamais remis, mais je l'ai gardée genre presque comme un trophée à la maison, de me dire waouh. Enfin, j'étais quand même insultée par un mec qui portait des loups-boutins à ses pieds. Donc c'était complètement lunaire et je me suis fait... ça a commencé comme ça, mais je pense que ça a été juste une excuse pour pouvoir créer justement tout ce système-là de ok, il faut des séquences, puisqu'au final, ils sont tous potes entre eux, donc pas de séquences intéressantes, sur qui on va s'acharner. Oui, évidemment, c'est un prétexte, on cherche un c'est bouc vraiment émissaire. Et Complètement. voilà. Moi, ce que je me demandais, c'est... parce que moi, un de mes gros intérêts pour la télé-réalité, ce qui a fait que j'en ai regardé pendant si longtemps, c'est que ça m'a beaucoup appris sur les rapports entre les femmes et les hommes. C'est un truc dont on a discuté hors caméra juste avant. Ouais, complètement. Parce que je trouve que voilà, les défauts des femmes et les défauts des hommes sont complètement exacerbés. Ouais. Et puis, j'ai observé aussi beaucoup de compétition entre les filles. Et je trouve que souvent, c'est un truc qui se passe dans la vraie vie aussi. Mais là, C'est pas très politiquement correct de le dire dans les milieux féministes. Non. Qu'est-ce que tu as appris de ça, toi, dans le milieu de la télé-réalité? Peut-être d'abord sur les rapports entre les femmes et les hommes, puis après, on parlera des rapports entre femmes. Déjà, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu tous ces candidats. Je me suis dit, mais c'est fou à quel point on paraît être des candidats, des caricatures de nous-mêmes, et à quel point tout est vraiment fait pour qu'il y ait du conflit. C'est-à-dire que, par exemple, les hommes qui sont sélectionnés vont être des hommes qui ont généralement un tempérament assez trompeur, toxique, qui ont des mots très durs, face à des meufs comme par hasard très sensibles, qui pour la plupart n'ont pas eu de père, ou qui ont une situation assez difficile avec les hommes. Donc vraiment, tout est fait. C'est comme si je vous disais, et si on mettait un chat et un chien dans une pièce enfermée toute une journée? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est pour le bien des deux? Non. C'est juste que vous savez très bien qu'ils vont s'entretuer. Et ben, ça a été exactement la même situation dans chacune des émissions que j'ai faites. Où vraiment, je me suis dit, mais en fait, là, vous voyez pertinemment qu'on va dans un mur, qu'il y aura forcément des conséquences mentales à ça. Parce que quand ils vont prendre des candidats qui sont connus pour être harceleurs, et c'est pas moi qui le dis, ils sont connus comme tels, par la boîte de prod, par les productions, par les ingé-sons, par les caméramans. Enfin, vraiment, j'ai des preuves en veux-tu, en voilà, de tous ces gens-là qui disent mais c'est infernal de travailler avec ces gens-là alors que pourtant ils sont en retrait. Donc pourquoi nous imposer ces gens-là si vous savez pas que ça va nous tuer mentalement? Et en tant que femme, j'ai été choquée parce que je pensais vraiment, vraiment naïvement, hein. Bien sûr, ça n'a duré que la première télé, je vous rassure. Mais quand je suis arrivée dans l'exemple, je me suis dit ok, trop cool. Ça va être la sororité, on va être ensemble, entre meufs, solidaires face aux hommes hyper chiants. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait vraiment ce truc de, pour créer une séquence, il faut que je sois le personnage phare. Pour être le personnage phare, il faut que j'ai tous les hommes à mes pieds. Et du coup, il faut que j'éteigne les femmes autour de moi. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est exactement tout ce qu'on reproche extérieurement. Alors pourquoi reproduire le même schéma devant des millions de téléspectateurs qui vont me prendre pour exemple? Et c'est là où ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille, de me dire, en fait, on a une responsabilité par rapport aux gens. Quand tu vois par rapport à l'école, c'est tout bête, mais juste un taux par rapport le taux de harcèlement, à quel point il a augmenté. Et quand tu compares par rapport aux années de la télé-réalité, tu peux pas dire que ça n'a pas de lien. Parce que c'est typiquement la clientèle de la télé-réalité, c'est les jeunes qui sont à l'école. Et bizarrement, il y a beaucoup de codes qui reprennent maintenant à l'école. Par exemple, la tromperie, c'est devenu hyper tendance. Parler de toxicité, c'est devenu... Alors maintenant, j'ai l'impression carrément que c'est presque sexy d'être un homme toxique. Il y a tout ce truc-là qui est hyper banalisé, où je me suis dit, mais on a une responsabilité aussi en tant que participant à ces émissions. Si le travail que nous produisons sur Femélis vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail, vraiment, nous comptons sur vous. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo.
Merci. Et toi, quand tu es dans ces émissions-là, tu te dis quoi? Tu te dis que c'est un plan de carrière? Tu te Non, dis que... Euh, Pourquoi tu es là, en fait? alors, premièrement, c'est parce que j'avais mon compte en banque vide. D'accord. Premier lieu. Deuxième lieu, volonté de retrouver mon père biologique. J'ai besoin d'une grande visibilité. Donc je change mon compte Instagram. À l'époque, je crois que j'avais mis Natania Cut parce que c'était stylé ou un truc comme ça, un truc un peu ruskov, pas du tout russe pour le coup. Et je mets Natania Sonia, donc le prénom de ma maman, en me disant, ok, je vais être connue. Ma mère et moi on se ressemblent. Sonia, mon père va faire le lien. Donc je me dis visibilité. Et encore une fois, il y a vraiment ce truc de ce que je voyais à la télé ne me représentait pas. Je me sentais pas du tout représentée à la télévision française, encore moins dans la télé-réalité qui était pourtant des trucs de mon âge. Et je me suis dit, bah, peut-être tout simplement, mais vraiment naïvement, quoi. Peut-être qu'ils sélectionnent juste pas des meufs comme moi. Et du coup, quand ils m'ont sélectionné moi, je me suis dit, bah, trop cool. C'est qu'ils ont vraiment envie d'apporter un autre aspect de la femme. Et en fait, pas du tout. Du tout, du tout. Et là, ça a été de la douche froide. Mais ouais, non. On va dire que premièrement, financièrement. Deuxièmement, retrouver mon père. Mais après, encore une fois, quand je suis sortie des Anges et que Sam Zira m'a proposé de faire une interview, je me rappelle, on était dans une sorte de salon. C'était une sorte de cuisine un peu montée comme ça. Et je me suis dit, attends, soit je fais comme tout le monde et je dis que c'était la meilleure expérience de ma vie et j'enchaîne les max de télé-réalité et je deviens blindée comme eux tous, soit je décide de m'écouter. Mais si je m'écoute, bah, je fais comme d'hab. C'est-à-dire, je refais ce que j'ai fait aussi pour mon frère. Et je dois dire la vérité. Et je peux pas dire la vérité contre mon frère, mais ne pas le dire pour protéger des inconnus. Ça n'a pas de sens. Ça aurait été tellement contradictoire de ma personnalité. Et du coup, je me suis dit, ok, je dis tout. Je dis tout et je vais assumer les responsabilités. Je pensais pas qu'elles allaient être autant. Parce que donc, après, la vidéo a fait quand même, je crois, quasiment 3 millions de vues. Donc, ça a eu pas mal de résonance. Qu'est-ce que tu racontes dans cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, j'explique en fait pourquoi il y a eu cet harcèlement. J'explique aussi certains comportements parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens ne pas comprendre certains comportements de candidats. Donc je pense qu'il était aussi important d'expliquer qu'il y a eu beaucoup de drogue sur les tournages, que les candidats, encore une fois, moi je ne les blâme pas. Enfin, ça dépend qui. Majoritairement, en tout cas, je ne les blâme pas parce que je pense vraiment qu'ils ont été, pareil, victimes en fait de ce milieu-là, qui les ont bouffés et qui se sont tout simplement dénaturés, mais complètement pour de l'argent. C'est propre à eux, c'est un choix, mais je pense qu'ils souffrent tout autant. Hein. Moi, quand j'ai vu des candidates, par exemple, se droguer, se faire vomir, etc., pour moi, ça reste néanmoins de la souffrance. Ces gens-là souffrent. Alors oui, ils m'ont fait vivre un enfer, mais c'est des gens quand même qui souffrent. Donc j'ai parlé de drogue, j'ai parlé de harcèlement, j'ai parlé de la production qui se drogue, j'ai parlé de tout ça. Donc ça a été compliqué à porter. Ça a été quoi les conséquences pour toi? Terrible. Terrible. Déjà, j'ai tous les candidats qui ont parlé sur moi sur les réseaux, en des termes, je vous laisse imaginer, pas très élogieux. Pareil, on recolle encore tout le temps. D'ailleurs, c'est un truc qui est d'ailleurs très récurrent, d'insulter la femme de pute, comme si c'était vraiment le saint graal de l'insulte. Pas trop compris pourquoi d'ailleurs, mais ok. Et du coup, il y a vraiment ce truc de non mais vous l'écoutez, mais c'est une escorte. Et ça a été très compliqué pour moi. À l'époque, je vous remets dans le contexte, j'ai 19 ans. Ça, c'est après ta première télé? Ouais. D'accord. J'ai vraiment tous les candidats qui balançaient à tort et à travers que j'étais escorte, bah vraiment pour casser ma carrière dès le début, quoi. J'avais pas besoin d'eux, du coup, parce que je m'étais moi-même mis en péril, donc j'avais vraiment pas besoin de ça. Mais du coup, j'ai eu, je vous laisse imaginer, leurs réseaux sociaux, ils avaient tous à peu près 1 million. On est sur 17 candidats qui parlent sur moi, dont certains qui avaient 2-3 millions d'abonnés. Je suis rentrée à Sanary, j'avais pas ma famille. J'avais personne. J'étais toute seule face à mon écran et des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui me disaient mais regardez là, cette pute à buzz. Et ils disaient mais, enfin, excusez-moi, mais quel est mon intérêt? J'ai tout à perdre. Je suis en train de tout perdre devant vos yeux. Et je dis la vérité pour vous. Je dis la vérité pour vous et je me fais insulter encore. Alors en fait, j'aurais dû faire quoi du coup? Être comme une autre, participer à ça, me dire ok, bah mes copines de foyer là, qui me voient et qui vont entendre mon interview en disant c'est la vie géniale, elles vont le faire. Et elles vont être instrumentalisées de la sorte, c'était impossible. Je ne pouvais pas faire ça. C'était impossible. Mais du coup, le prix à payer était lourd. Ce besoin de vérité, ce besoin de dire ta vérité est en lien avec ton rapport au judaïsme, à ta religion? Alors honnêtement, je ne sais pas, c'est une question que mon fiancé me pose encore aujourd'hui, de pourquoi je suis dans cette quête de vérité, mais permanente. C'est-à-dire que
j'ai un besoin de tout le temps que ce soit tout juste. J'ai besoin de cette justice, j'ai besoin de cette vérité absolue, j'ai besoin que les choses soient posées. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais parce que j'ai tellement grandi dans justement le mensonge, la perversion, la trahison, beaucoup de cupidité aussi. Il y avait vraiment beaucoup cet aspect-là. Après, voilà, moi je suis de confession juive tunisienne. On est quand même très connu pour le bling-bling. Hein. Alors, bien loin de la caricature de Marco Mouli, mais il y a quand même ce côté un peu là superficiel qui, moi, ne m'a jamais parlé. J'étais, à l'inverse, au contraire, j'étais plutôt dans les livres petites, plus dans le partage. J'étais vraiment à l'opposé de ma famille et je pense qu'il y a toujours un truc en moi qui s'est formé. Et il y a eu aussi cette responsabilité en foyer. J'étais un peu comme la grande sœur des filles du foyer. Donc pour elle, quand elle voyait la télé, je me suis dit qu'elle devait se dire que j'avais percé, comme on dit. Il était impossible que j'envoie ces jeunes filles à la gueule au loup, quoi. Et pourtant, tu y retournes. Et pourtant, j'y retourne. Donc je me dis, bon, bah, boîte de prod différente. C'est comme si demain j'étais infirmière. Est-ce que, parce que ça s'est mal passé dans un hôpital, est-ce que je dois changer de métier ? Non, tu changes l'hôpital. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de prod. Alors effectivement, j'ai eu d'autres problèmes. Pas le harcèlement. Mais là, j'ai été face à la sexualisation vraiment. Ou par exemple, c'est même pas, c'est un des exemples phares parce que c'est quelque chose qui m'a le plus choquée. C'est quand je m'entendais très bien avec un des producteurs en qui j'avais commencé à créer une sorte de confiance et qu'il m'a hurlé dessus, mais vraiment comme un père avec une petite fille, quoi, alors que j'avais 20 ans, parce que j'ai refusé de sortir avec un candidat de télé-réalité lors d'une émission. Je me suis sentie extrêmement humiliée. Et j'avais vraiment cette sensation d'être un bout de viande, encore plus pendant le tournage. Donc on est dans les Marseillais du monde, on est dans la chambre avec 3 filles et une candidate très très emblématique. Et cette candidate emblématique commence une sorte de début d'amourette qui, nous le savons, n'est pas du tout sincère, mais qui est pour créer des séquences. Et puis un jour, donc, on est en train de se maquiller comme ça, et elle dit cette phrase: bon, par contre, les filles, va falloir aller voir les garçons parce qu'il n'y a que moi qui travaille là. Cette phrase, moi, elle m'a fait écho dans le sens où tu remets la même phrase sur un trottoir ou dans un bordel, ça fait sens. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me casse ici, quoi. Et je me suis cassée. Jusqu'à aller dans une dernière boîte de prod, où cette fois-ci, bah, finalité, j'ai bien fait parce que ça m'a permis de terminer sur une bonne note. Après, voilà, c'est quand même très différent. C'est toi qui les contactais? C'est eux qui te contactaient? Non, c'est les boîtes de prod qui me contactaient. D'accord. Ce qui m'a d'ailleurs étonnée, parce que je me suis dit, attends, après tout ce que je viens de balancer sur les anges, mais je pense que pareil, il y avait ce truc de dualité, de attends, on va la faire venir pour lui montrer que nous, c'est mieux, et du coup, elle pourra dire que c'est mieux. Mais du coup, Nat, en fait, elle dit la vérité. C'est-à-dire, il y aura du mieux, mais il y a aussi du pire. Et ça fait du buzz aussi. Et ça fait du buzz aussi. Donc voilà. Et du coup, j'ai essayé de participer à ces émissions, mais c'est vrai que je partais tout le temps de mon plein gré. C'est-à-dire que je n'ai jamais terminé une saison complète. Il y a toujours un moment où j'ai eu ce besoin de allez, il faut que je rentre, quoi. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter finalement? Ma santé mentale. Okay. En fait, dans la Villa des Cœurs Brisés, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais... Donc la Villa des Cœurs Brisés, peut-être on peut expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas. Alors la Villa des Cœurs Brisés, un concept particulier. Alors le concept est vraiment cool pour le coup. Donc tu as une sorte de love coach, de psy, qui s'appelle Lucie, qui est une dame absolument incroyable, donc qui a vraiment des études de psychologue, etc., qui a été embauchée par la boîte de production. Et nous venons tous avec une thématique. Donc nous avons tous une problématique en amour. C'était quoi ta problématique à toi? Alors c'était quoi c'était en amour, j'ai besoin d'être le centre du monde. Okay. Alors, en fait, moi, je pars du principe que je cherchais absolument un amour inconditionnel. Il m'a fallu beaucoup de temps et de thérapie en fait, pour comprendre que l'amour inconditionnel, c'est ta famille, enfin c'est tes parents en tout cas. Et que voilà, il fallait pas rechercher ça en amour, tu vois. Mais ça a pris un certain temps. Et du coup, en fait, on est tous là. Genre, par exemple, le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, c'est genre vraiment tous les cœurs brisés. Nous sommes autour d'une table ronde, ce qu'on appelle la table ronde. Et on doit tous y aller avec tous nos traumas, raconter tous nos traumas à d'autres gens qui ont plein de traumas, comme sur d'Alcooliques Anonymes, des traumatismes amoureux et de vie. Et après ça, tu as ce qu'on appelle des coachings avec Lucie, et qui, du coup, te sert à essayer de faire ressortir... ce qui n'allait pas en toi et de t'améliorer. Et tu dois trouver l'amour pendant la... Et tu dois en plus trouver l'amour pendant que tu te répares, ce qui n'a aucun sens.
D'accord. Voilà. Ok. Mais après, tout est, Donc, tout t'es est dans le censée- contexte de... T'es censée trouver l'amour dans la villa. Enfin, dans la ville. Ah, d'accord. Ok. au milieu de tous ces gens qui sont tous perdus et qui ont tous un tas de problématiques, quoi. C'est Donc, génial. on veut des couples en trauma bond ou en trauma. C'est ça. Enfin, des liens traumatiques entre les gens, quoi. Bah après, encore une fois, c'est très intelligent socialement parce que tu te dis, effectivement, des gens qui sont en plein recherche dans les blessures, etc., ça peut que matcher. C'est les moments où ils sont Bah oui. encore plus vulnérables. Donc, c'est les moments où toutes les émotions sont encore plus exacerbées. Déjà qu'elles le sont en émission de télé-réalité parce qu'on est enfermé 24 heures sur 24, etc. Là, ça l'est encore plus parce qu'on se met vraiment à nu. Tout est le concept de l'émission, quoi. Donc, il y a eu ce truc-là où, pareil, j'ai eu un prétendant et que. Alors, on m'a pas forcé, mais je me suis sentie forcée de faire un bisou. Parce que je sentais qu'il y avait cette pression aussi derrière. Tu vois, et puis il y a tous ces candidats qui viennent, le bisou, le bisou. Enfin, t'as l'impression qu'on est à la cantine en train de demander à manger, alors que c'est quelque chose d'hyper personnel, chose que je n'avais jusqu'à présent, en tout cas dans aucune de mes émissions, participé. Genre, je n'avais pas d'ex, pas de bisous. Je suis quelqu'un de très pudique, déjà de par ma religion et de par mon caractère. Et en fait, je suis comme ça, même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis fiancée, personne ne le sait. Je me montre pas sur les réseaux, coucou, regardez ma bague, je suis fiancée. Non, c'est ma vie privée, je la garde privée. Et du coup, c'est vrai que c'est assez contradictoire avec le principe même de télé-réalité, mais il y avait par exemple des candidates qui n'étaient pas, par exemple, physiquement, on les contactait pas pour leur physique. Et du coup, elles pouvaient se permettre de ne pas sortir avec des garçons et ça dérangeait personne. D'accord. Alors que des filles, par exemple, où il y avait plus d'interaction par rapport au physique, on leur mettait beaucoup plus de pression, tu vois, pour qu'il y ait ce contact avec les garçons, quoi. Est-ce que tout ça, mais j'imagine qu'on avait peut-être un peu posé la même question avec Dora, est-ce que tout ça, du coup, ça crée un rapport à ton image Complètement. qui est compliqué? Est-ce que ça déforme? Parce que non seulement, j'imagine, tu te vois tout le temps à la télé, t'es tout le temps filmé en permanence, t'as 15 caméras sur toi, Ouais. et puis tu commences à vivre de l'influence, donc tu te filmes toi-même avec ton téléphone, il y a les filtres Instagram, enfin ça fait beaucoup de choses quand même par rapport à l'image de soi. Ouais. J'imagine qu'aussi sur les réseaux, on commente en permanence ton physique, enfin, ça fait beaucoup de choses par rapport à l'image de soi. Qu'est-ce que ça crée? C'est horrible. J'ai vécu un enfer. J'ai vraiment, vraiment vécu un enfer. Alors là, je sais que les gens vont se dire, mais attends, de quoi elle se plaint? Croyez-moi, je peux me plaindre. J'ai vécu, alors que ce soit de la part, donc déjà dès ma première émission, j'ai eu énormément de remarques sur mon physique de la part des candidats déjà présents. Positive? Négatifs. Ah. Comme quoi, en gros, je ne pouvais pas être considérée comme une femme parce que je n'avais pas les corps. Je n'avais pas le corps pour. Je n'avais pas assez de forme. Ah, d'accord. Et qu'une femme, ça a des formes. Une femme, c'est constitué d'un Pourtant, cul. En tu fait, es très féminine. Enfin, Alors- je veux dire, tu as un visage très féminin. Eh ben, Enfin, d'après un certain candidat, tu es considérée comme femme si tu as un boule et des seins. Si tu n'as pas ces deux parties-là, mais que tu as un vagin, tu n'es pas femme pour autant. ok. Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est la théorie de certains. Donc déjà, ça a été compliqué pour moi. Parce que j'avais déjà une vision de mon corps très compliquée. C'est-à-dire que quand on me regarde dans Les Anges, à la différence de beaucoup de filles de télé-réalité, moi, j'étais pas du tout dans les tenues sexy et tout. Hein. Si je pouvais me mettre des trucs amples et tout, c'était mieux. Chose qui a été du coup corrigée par la suite par les producteurs qui m'ont demandé de m'habiller un peu plus sexy. Donc il y a tout ce travail de « mais tu es tellement jolie, sois fière pour rendre les femmes. Oh, bien sûr, oui, d'accord. » Et puis après, il y a les remarques sur les réseaux sociaux où là, on va pointer du doigt mais des trucs que tu voyais même pas. Ça a été un enfer. Hein. Ça a été un enfer. Alors, bizarrement, mais ça, je pense que c'est très humain, on retient souvent que le négatif plus que le positif. C'est comme ça. Moi, ça a pris beaucoup d'ampleur, surtout par rapport à mon poids. Encore maintenant, j'en souffre, hein, des commentaires par rapport à mon poids, par rapport à mon corps. On te dit quoi vis-à-vis de ton poids? Que je suis anorexique, que je suis laide, que je suis maigre. Mais mon Dieu, c'est quoi ce sac d'os? Mais je t'invite à regarder mes photos Instagram et tu verras le nombre de commentaires. Et comme je suis résiliente, je ne lâche pas et je continue mes photos en lingerie à poster un sac d'os tous les jours. Parce que voilà, ça a été un sacré combat. Pourtant, pour la plupart des femmes, en tout cas moi, quand j'ai été voir ta page Instagram, je me dis oh, elle est incroyablement belle, elle est magnifique. Et je pense qu'en réalité, doit y avoir 98% des gens, quand ils passent sur ta page Instagram, qui en réalité se disent ça. Et il y a quelques jalouses qui vont dire autre chose. Je sais. Mais pour être honnête, pour moi, tu as un physique, enfin voilà, t'as un physique d'élite déjà. C'est gentil. Et pourtant, ça ne m'a pas rendue heureuse du tout. Parce que ce qui est l'élite pour l'une est une catastrophe pour l'autre.
que du coup, les commentaires des gens m'ont fait énormément de mal, que du coup, je me comparais aussi aux autres candidats de télé-réalité, parce que je me disais, mais c'est vrai, pourquoi par exemple les garçons ont tendance à plus complimenter une autre que moi et c'était toujours la même chose, le corps. La plupart des candidats de télé-réalité, et au final, au début, avant de faire de la télé-réalité, je me disais, mais elles sont débiles ou quoi? Pourquoi elles se dénaturent comme ça? Pourquoi elles se rendent moches alors qu'elles sont très belles? Et en fait, j'ai compris que c'était pas vraiment de leur volonté à elles, c'est juste que pour l'avoir vécu, je pense que la plupart des candidates, enfin, en tout cas, la plupart des femmes qui se retrouvent dans des émissions avec des mecs qui te balancent des mais t'es horrible, t'as vu comment t'es maigre devant je ne sais combien de personnes, c'est tellement humiliant. Et que quand tu sors de la télé-réalité, que dans tes DM, t'as 3, 4, 5 professionnels de médecine et de chirurgie esthétique qui te proposent des interventions gratuites, je peux entendre, moi, qu'elle cède. Et honnêtement, je pense que si j'avais pas ma force de caractère, j'aurais cédé aussi. Ça t'est arrivé? Alors, moi, pas la chirurgie esthétique, parce que c'est vraiment un truc où il y avait plus de retour en arrière, mais j'ai fait de la médecine esthétique, et mon Dieu, maintenant que je regarde mes photos, je me dis, mais j'avais une bouche difforme. Mais je veux dire, on t'a envoyé certains chirurgiens bien sûr. ont envoyé des propositions pour te dire quoi? Je vais te refaire les fesses. Ouais, complètement. Mais encore maintenant, je crois que la dernière fois, c'était il y a 6 mois, où je reçois pareil un message d'un chirurgien qui me dit, oui, si tu veux faire une chirurgie, tu peux me contacter, etc. Et je lui dis, mais de quel droit? En fait, de quel droit m'envoies-tu ce message, genre? Et c'est quoi c'est une chirurgie gratuite contre une story? C'est ça. Donc déjà c'est juridiquement illégal. Normalement, ils sont censés le savoir, de 1. De 2, c'est grave. Et de 3, est-ce qu'on va voir s'arrêter chez... Est-ce qu'une femme s'arrête dans la rue pour aller voir un homme en lui disant tiens, tu vois ta calvitie? J'ai un super shampoing pour toi. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Genre, ça n'existe pas. Alors pourquoi venir me voir moi pour me dire tiens, d'ailleurs, on peut refaire ta poitrine? Mais ma poitrine n'a pas envie d'être changée, en fait. J'aime ma poitrine aussi petite soit-elle. Je l'adore comme elle est. J'ai plus envie de la changer. Est-ce que tu peux nous parler des injections que tu as fait dans la bouche? Ouais. Et apparemment, tu as enlevé Ouais. l'acide qu'il y avait dedans. Meilleure décision de ma vie. Et on voit tellement de jeunes filles actuellement sur TikTok avec ces bouches énormes. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé dans ta tête et pourquoi tu as retiré ça et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi. Alors, je pense qu'à un moment donné, et ça, c'est très dur de s'en rendre compte, on ne se voit plus, il faut accepter qu'on ne se voit plus comme on l'est vraiment. Parce que la vie des gens, ça compte à un moment donné, ça change ta perception de toi-même, que le filtre, ça change aussi la perception de toi-même, que de se voir en photo, retoucher, etc. tout le temps, ça change une perception de soi-même, et que du coup, tu arrives à un moment donné où tu t'aimes plus. Et moi, par exemple, donc, je crois que j'avais 16 ans, puisque je me suis fait battre de mes 15 à mes 18 ans. À mes 16 ou à mes 17 ans, je ne sais plus c'est quel coup que j'ai pris, c'est horrible, mais je ne sais plus quel coup j'ai pris, ou je ne sais même plus si c'est un coup ou si c'est un choc émotionnel, mais en tout cas, ma mâchoire, c'est comme si j'étais paralysée d'un côté. Ça m'avait jamais dérangée, vraiment. Genre même en foyer, les filles m'ont parlé et tout, mais ça m'avait jamais, en tout cas, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Jusqu'à Les Anges et jusqu'à les émissions de télé-réalité où là, du coup, tout le monde, t'as du coup tous les jours, quand on arrive à te réveiller le matin avec c'est quoi cette bouche de travers, tu te dis ah bah peut-être que je devrais injecter. Et puis tu te regardes en filtre, ah mais c'est vrai que la bouche ce serait mieux comme ça, et puis le nez creusé ce serait mieux, et puis ça ce serait mieux. Et du coup, bon, alors moi j'ai pas eu le courage de passer le cap de la chirurgie esthétique, et tant mieux. Mais en tout cas, j'ai décidé de me faire injecter, mais et pas qu'un peu, hein. C'est-à-dire j'ai été me faire injecter, mais par qui voulait entendre de vouloir m'injecter, quoi. Qui veut m'injecter les lèvres? Ah toi c'est beau, vas-y, injecte-moi. Médecin, pas médecin, je me faisais injecter, une catastrophe. Donc là, c'est toi qui payes ou c'est encore ce système d'influence? Non, moi je payais, mais je savais qu'en tout cas il y avait des possibilités de le faire sans payer, hein. C'est juste que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de devoir faire la promo, quoi. De promouvoir ça, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Mais j'ai jamais caché le fait que je me faisais injecter. Et puis, passé l'année dernière, parce que c'est très récent quand même, je suis restée avec cette bouche difforme presque 6 ans, c'est énorme. Et tu te faisais injecter? Moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, les médecins disent que c'est résorbable, ce qui est faux. Alors oui, on a déjà de l'acide naturellement, mais à partir du moment où tu rajoutes un produit, ce n'est pas 100% résorbable. C'est-à-dire que ça ne partira pas vraiment. Donc moi, j'ai fait une première fois, une deuxième fois parce que j'avais encore envie. J'ai plus injecté, j'ai re-injecté. Et en fait, le produit s'est cumulé et avait carrément migré. Et le problème, c'est que tu le vois plus puisque tu es tous les jours avec toi. Donc au final, pour toi, c'est normal. Donc ça migre, alors moi j'ai entendu Ça dire migre vers le... Enfin oui, en haut, quoi. Ouais, en fait, tu vois, quand tu es de profil, tu as vraiment une sorte de... Un truc en avant comme ça, Ouais, horrible. Dans la babine, quoi, entre guillemets. Ouais, tu as vraiment une sorte de rebond, tout là, tu vois. Tout ça, c'est rebondi.
Et ça fait Horrible. mal? D'avoir de l'acide ou de l'enlever? Les deux. Alors, ça fait pas mal, c'est pas confortable. D'accord. Tu vois, genre par exemple, vous pouvez pas faire ça. Parce que c'était beaucoup, du coup. Bah, après, moi, j'en avais vraiment beaucoup. Mais non, c'est pas. C'est vraiment l'enlever qui est douloureux. Enlever, ça fait vraiment mal pour le coup. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait une dépression. Cumulation de beaucoup de choses. Un ras-le-bol des réseaux, un ras-le-bol de mon image, un ras-le-bol de tout. Et je décide donc de supprimer la totalité de mes photos Instagram. Tout. Genre vraiment, je peux plus me voir, je me supporte plus. Je supporte plus rien d'ailleurs, le principe même de la dépression quoi. Et du coup, je fais une sorte d'introspection où j'avais besoin de me retrouver, de réparer un peu les blessures qui restaient encore d'enfance. Donc je reprends un peu l'hypnose, je reprends la thérapie. Et plus je me reconnecte à l'enfant en moi, donc plus je regarde des photos de mon enfant aussi, plus je vois ce petit visage que je retrouve plus en fait. Je vois plus que cette bouche quoi, déformée. Et je trouve aussi que c'est très con, mais on est quand même dans une société hyper axée sur le physique. Alors c'est con, j'avais rien refait, j'avais vraiment que ma bouche de refaite. Et pourtant ça a donné cette info de bimbo presque conne. J'avais l'impression que alors déjà j'arrive avec un CV de télé-réalité, donc déjà compliqué de pouvoir s'exprimer librement sans que je devais toujours commencer. Alors oui, j'ai fait de la télé, mais je ne suis pas débile, je peux quand même je peux quand même engager une discussion. Et même dans plein de rendez-vous pro, il y avait toujours cette bouche qui revenait. Comme quoi le physique est vraiment apparemment à ce point important. Et puis du coup j'ai décidé de retirer, de vraiment revenir à l'essentiel. Ça a été très très douloureux, hein. Vraiment c'est beaucoup plus douloureux d'enlever que d'injecter. Notamment j'ai dû y aller à 5 reprises pour enlever la totalité du produit. Et au final bah, je suis extrêmement extrêmement contente. Je trouve que j'aimerais vraiment que les filles puissent apprendre à retrouver leur beauté initiale. Parce que d'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec les cheveux bouclés, etc. Bon, là, j'ai triché et j'ai fait mon petit brush, mais j'essaye en tout cas d'aller sans, sans aller dans l'extrême, parce qu'il y a vraiment ce truc aujourd'hui sur les réseaux sociaux où si tu te dis j'aimerais avoir un retour naturel et que le lendemain tu mets un mascara, voilà, là, tout est pris au pied de la lettre. Mais petit à petit, j'aimerais vraiment que les gens essayent de ne plus se dire que la beauté, c'est pas les réseaux sociaux, la beauté, c'est pas Kim Kardashian, la beauté, c'est pas ça. La beauté, je pense que c'est vraiment ce truc qui fait qu'on est singulier. C'est chercher ce petit truc singulier chez nous. C'est tout con, mais Camille Cottin, si elle refait son nez, je trouve qu'elle est plus belle, quoi. Pour moi, c'est Camille Cottin est extrêmement belle de par son nez. Euh, Tout à fait. et je pense qu'une de mes beautés aussi, il faut que je l'accepte et même si ça prend du temps, je suis fine. C'est mon corps, je suis comme ça. C'est ma morphologie, je peux manger 15 grecs, il n'y a rien qui changera, c'est mon corps. Alors oui, on voit des os. Oui, parfois, si je lève le bras sur une photo, on voit toutes mes côtes. Ouais, c'est vrai. Mais je mange, je suis en bonne santé. Qu'est-ce que ça peut faire au final? Pourquoi aller me dénaturer? Pour aller faire quoi? Pour aller chercher plus encore? Si demain je refais mes seins, bah, du coup, il va falloir que je rééquilibre mes fesses. Mais du coup, si je rééquilibre mes fesses, il va falloir que je rééquilibre mes abdos. Et du coup, c'est une fin sans suite. On ne sera jamais satisfait. Alors que si on apprend à s'aimer soi-même, je pense qu'on est déjà dans la bonne DA, quoi. Direction artistique. Donc maintenant que tu n'es plus en télé-réalité, tu vis de l'influence aujourd'hui, tu vis d'Instagram. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ah ouais, je vis principalement de... Je pense qu'il y a vraiment 50-50. Je pense 50 de modèles, où c'est vraiment ce que je préfère faire. Les shootings photos, Mannequinat. le mannequinat, voilà, c'est vraiment une de mes parties que je préfère. Alors, pour beaucoup, ça peut paraître hyper superficiel. Pour moi, pas du tout. Parce qu'on va vraiment créer un instant, il y a une émotion, et puis il y a ce truc, tu vois, où au final, je suis pas avec des gens, je suis moi, l'objectif et un rendu. Donc ça, j'adore. Il y a l'influence, qui est aussi 50 autres % de mes revenus. Et là, actuellement, je suis en train d'écrire mon livre, qui, voilà, pareil, retrace un peu toute ma vie, mon enfance, les décisions de l'aide sociale à l'enfance, le foyer et tout ce qui en suit, quoi. Est-ce que la télé-réalité, c'est vraiment très avantageux financièrement? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'on peut toucher en télé-réalité? On gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, pas quand on commence. Et je pense encore une fois que maintenant, à l'heure actuelle, en 2024, je pense pas du tout que les sommes soient les mêmes qu'avant. Que ce soit dans l'influence, déjà, c'est plus les mêmes sommes. En télé-réalité non plus, parce que ça ne fonctionne plus comme avant et que les gens ont commencé un peu à comprendre que tout ça était surtout à des fins commerciales. Mais à l'époque, par exemple, moi, je pouvais gagner 20 000 euros pour un tournage. C'est combien de temps un tournage? Un mois. D'accord. C'est quand même
énormément d'argent. Ouais, rapidement. Même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, moi, quand je me rappelle que j'avais 50 € par mois par l'État, c'était inespéré. La seule question après qu'il faut se poser, c'est l'argent, d'accord. Et ça, je pense que c'est un vrai problème sociétal. C'est que maintenant, tout le monde veut absolument beaucoup d'argent. Pourquoi, en fait, ils savent même pas. Parce qu'ils veulent juste de l'argent pour avoir du matériel, pour pouvoir paraître dans une certaine classe sociale. Alors qu'au final, ce qui est relou, c'est que ça peut aussi beaucoup te dénaturer. Je pense notamment à plein de candidats de télé-réalité qui, je pense, aujourd'hui, ont vécu, mais que ce soit des atrocités psychologiquement, du harcèlement, une pression, et puis même, à quel prix t'es riche, quoi, au final. C'est bizarre comme question, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que là, ta richesse financière, ça vaut ce que tu as laissé comme empreinte pour ta génération, pour ce monde? Je sais pas, je pense pas. Est-ce que la télé-réalité et maintenant le milieu de l'influence, ça a fait qu'à un moment, tu as eu peur de te laisser enfermer dans une case et de pas réussir à en sortir? Bon, finalement, la case de la télé-réalité, t'en es sortie. Mais est-ce qu'il se rejoue un truc un peu pareil avec l'influence? Complètement. Complètement. Je pense que. Après, c'est compliqué parce que. Après, ça, c'est mon avis, mais je trouve qu'en France, on a cette tendance à vouloir beaucoup caser les gens. Bon, après, c'est universel, mais je trouve en France bien plus que d'autres pays, là où, par exemple, je rentre des États-Unis, donc c'est beaucoup plus open mind, les gens sont beaucoup plus ouverts. Et il y a moins ce truc, par exemple, c'est tout bête, mais on peut voir une actrice porno invitée dans les plus grands défilés. En France, ça n'arrivera jamais. Ou en tout cas, pas maintenant. Pas avant 50 années. Parce qu'il y a vraiment ces catégories. Et même en influenceur, ça, c'est des choses que je pense les influenceurs ont du mal à dire. Je le dis. Il y a vraiment des influenceurs qui ne se mélangent pas avec d'autres influenceurs juste parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie d'influence. Il y a les youtubeurs qui sont le prime, c'est le caviar de l'influence. Les youtubeurs ne se mélangeront pas avec des gens de télé-réalité. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de sortir un peu de cette image. J'ai pu faire des vidéos YouTube avec des gens trop cool, comme Pierre Cross, qui est un youtubeur depuis des années et tout, et j'ai passé un super bon moment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a vraiment ce truc de case. Moi, l'influence, pareil, c'est des va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça me rend extrêmement heureuse, et il y a des moments où je suis vraiment presque dans la dépression, quoi. Parce que je me dis, mais au final, à quoi bon? D'où cette volonté aussi d'écrire mon livre, de me dire, ok, là, ça fait 8 ans que je fais de l'influence. J'ai déposé plainte contre une production. J'ai fait arrêter un programme. Je suis trop contente. C'est vraiment ça, moi, que je retiens là, de mes 8 ans d'influence. T'as fait arrêter un programme, est-ce que tu peux nous en Est-ce dire que tu plus? peux nous en parler? Est-ce que c'est dans le cadre de ce qui s'est passé avec Rawel, Exactement. Arabia? Donc, est-ce que tu peux expliquer? Alors, donc moi, j'ai fait mes dénonciations en 2019, donc, concernant la production de la grosse équipe. Il y a eu d'autres émissions après, encore des anges. C'est sur les anges, ça? Ouais. D'accord. Ou après, donc il y a Rawel, Rania, donc qui sont 2 sœurs jumelles, qui ont pareil participé à plein d'émissions de télé-réalité. Et Angèle, donc une nouvelle candidate de télé-réalité, en tout cas à ce moment-là, c'était une nouvelle candidate de télé-réalité, qui ont donc participé, je crois, aux Vacances des Anges, qui est une dérivée de ça. Et Céline. Et Céline aussi, qui est de ma saison, mais qui n'a pas déposé plainte. Ok, d'accord. Qui n'a ni déposé plainte, ni vraiment parlé de ce qu'elle a vécu. Je crois pas, en tout cas. Et du coup, ça a été compliqué parce que on a décidé de se rejoindre donc, pour faire une plainte commune. Le programme des anges a été supprimé, donc ça n'existe plus. J'ai vu que cet été, par contre... La plainte, elle relevait de quoi? Alors, il y a non-assistance à personne en danger. Je crois que pour les filles aussi de l'ordre du travail, de leur contrat de travail, moi, me concernant, c'est non-assistance à personne en danger et harcèlement sur le travail. À savoir que quand on signe chez les anges, donc tu as quand même un contrat de travail, puisque nous travaillons. Encore quelque chose qui est beaucoup compliqué à intégrer pour les gens, mais nous travaillons. Mais comme des acteurs, dans un certain sens. Enfin, vous n'êtes pas acteur, mais... Alors, on est du divertissement. Ouais. Nous sommes là pour divertir. Et dans le contexte de divertissement, plus nous sommes fatigués, plus ça va être divertissant, finalement, parce que irritable. Donc c'est quand même très compliqué de passer 10 heures ou 12 heures tous les jours à se faire filmer tes moindres faits et gestes, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir fumer quand on a envie, enfin, toutes ces choses-là. Et moi, quand j'ai signé mon contrat stipulait clairement que je ne devais pas me faire harceler sur mon lieu de travail, qu'il n'y avait en aucun cas des violences physiques qu'ils devaient subir. Enfin, nous, on en est arrivé à un stade dans ma saison où, avec Céline, où ça a été tellement loin qu'ils ont dû prendre un agent de sécurité. Ah bon? Pour vous protéger? Mmh. Parce qu'on essayait quoi, de vous taper, de vous... Parce qu'un soir, donc ça, ils en rigolent, hein, parce que
6 ans plus tard quand même, hein, il y a une nouvelle émission de télé-réalité avec le producteur des Anges qui décide de faire une nouvelle émission qui s'appelle OO. Concept, j'ai pas trop compris, je crois que c'est une sorte d'enfermement où les gens peuvent commenter en live. J'ai pas tout compris parce que je ne regarde pas, mais on m'a identifié récemment dessus, donc j'ai vu que 6 ans plus tard, on parlait encore de moi en disant que j'avais extrapolé. Alors, je n'ai pas extrapolé, je dis les choses exactement comme je les ai dit dans le passé, je vais les répéter exactement de la même façon. Je dormais, donc il y avait une séquence qui devait se faire où certains candidats étaient en boîte de nuit. C'était pas notre cas avec Céline, on était off, donc on était vraiment les deux face à tout le monde dans la villa. Bizarrement, nous étions les deux seuls qui savons s'exprimer correctement, étions fines, pas spécialement en tout cas pas de chirurgie esthétique, pas de corps sulfureux. On avait des profils en tout cas qui se rejoignaient. Et bizarrement, coïncidence ou pas, en tout cas, on était les deux harcelés. Sans fait, sans explication, sans rien. Donc, une partie des candidats vont en boîte de nuit. Nous, on décide de dormir. On est dans le lit. Il est à peu près 3-4 heures du matin quand j'entends vraiment des éclats de verre. Donc, Céline me regarde, on se retourne complètement affolée. On sent un poids vraiment sur notre lit. Donc, on ouvre difficilement les yeux. On entend du bruit, on entend des cris. Et en fait, ils nous ont versé, donc il n'y a pas d'exemple, mais les gros pots, c'est comme si demain tu as un palmier chez toi. Tu as des gros pots de palmier. Ouais, on te les pousse. Ils ont versé en fait tout le pot sur nous. Donc le pot compris, le palmier sur nous et la terre. Donc non, alors eux, ils en rigolent. C'est des candidats qui font ça. Ouais. Et donc eux, ils en rigolent maintenant dans haut, 6 ans plus tard, en disant ouais, elle a dit qu'on l'avait enterrée vivante. Non. Crois-moi que si j'avais été enterrée vivante, j'aurais plus que déposé plainte à ce degré-là. Mais en tout cas, effectivement, de la terre nous a été renversée. Donc, il y avait une sorte de boule de lumière à côté de la table de chevet qui a été, pareil, brisée. Quand on a eu le malheur de dire aux deux candidats qui avaient fait ça, mais vous vous rendez compte qu'il est 4 heures du matin et que là, vous venez de nous verser de la terre dessus gratuitement, il s'est passé quand même un front contre front entre le candidat qui était extrêmement violent et Céline, qui est une jeune femme. Et ça a été diffusé ? Non. D'accord. Ça n'a pas été diffusé. Le producteur est arrivé, mais le producteur était sous l'emprise de cocaïne. D'accord. Donc un des candidats qui avait fait ça a dû se cacher dans la salle de bain à double tour pour pas se faire massacrer. C'est vraiment une situation complètement lunaire. Moi, cette scène, elle restera lunaire. C'est horrible. Et d'entendre des gens en rire 7 ans plus tard, alors que moi, ça a été un événement extrêmement traumatisant, non, parce que j'ai vécu pire. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi ? J'ai aussi cru comprendre que tu as subi du harcèlement lorsque tu as voulu défendre les violences qu'ont subies les femmes israéliennes lors du 7 octobre 2023, que tu as pris position et que dans le milieu de la télé-réalité, c'est quelque chose qui passe pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'ambiance de ça Alors, à savoir que moi, donc, je suis juive. Moi, les attaques du 7 octobre m'ont... C'est pas pleurer, pardon. Profondément choquée. Ça a été extrêmement dur, à savoir que quand tu es en école juive, moi, la plupart de mes amis d'école vont ensuite faire l'Alia et donc deviennent israéliens et donc fait l'armée. Déjà, j'ai été extrêmement choquée du silence pendant l'attaque du 7 octobre. Je ne m'attendais pas à un tel silence de la part des influenceurs, de la part du monde médiatique. Enfin, j'ai pas compris. Et puis, donc j'ai déjà évidemment apporté mon soutien, mais tout mon soutien carrément au peuple israélien. Et puis par la suite, il y a eu l'Eurovision. Et puis il y a eu donc la candidate de l'Eurovision qui se présente et qui subit, mais genre devant tout le monde, hein, une humiliation horrible. Pardon. Désolée, c'est vraiment, j'ai eu tendance à plus pleurer pour les autres que pour moi. Hein, pardon. Mais c'est un sujet qui touche aussi à ton identité. Ouais. Déjà, en tant que femme, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis quand on connaît, alors oui, ça a été aussi beaucoup rabâché sur les réseaux sociaux. De toute façon, le peuple juif se victimise, etc. Mais je vois pas en quoi se victimiser est quelque chose de péjoratif. À partir du moment où nous avons été victimes, pour moi, être victime, c'est aussi le fait d'avoir vécu quelque chose et d'être survivant. Donc pour moi, j'associe directement victime à survivant, ce qui est pour moi du coup une grande force. Donc je n'ai jamais compris pourquoi les gens associaient tout le temps victime à quelque chose de péjoratif, comme s'il fallait absolument se montrer fort, cruel et violent pour paraître fort. C'est pas du tout le cas. Quand on connaît l'histoire du peuple juif, forcément que tu ne peux que être touché.
Et puis là, j'ai vu, du coup, donc j'ai juste posté un message en fait sur mon Instagram en disant tout mon soutien à cette jeune femme qui, on le répète, pardon, a 21 ans et qui est juste chanteuse pour chanter à l'Eurovision et représenter son pays qui n'a connu que la guerre depuis la création de son État. Euh, Et là, ça a été c'est même pas une déferlante J'ose de pas haine. imaginer. Ça a été, j'ai même pas les mots. On a quand même parlé de déterrer ma mère. Enfin, ça a été vraiment d'une violence extrême. Et je ne me suis pas tue parce que moi, plus on me demande de me taire, plus j'ai tendance à l'ouvrir. Et du coup, j'ai été extrêmement choquée de voir des candidates de télé-réalité, notamment qui étaient quelques mois, parce que moi, j'ai jamais mis le pied en Israël, mais ça me regarde. J'ai mes raisons de pourquoi je n'y suis jamais allée. Mais de voir des candidates qui étaient genre 6 mois auparavant sur la Terre Sainte en Israël, full drapeau israélien, crier, c'est même pas le meurtre, comment ils appellent ça? Génocide? Le génocide, voilà. Il faut revoir la définition de génocide, c'est tout sauf un génocide. Ce n'est pas du tout je n'ai jamais vu un génocide où il y a une hausse de la population, parce qu'il faut savoir qu'il y a une hausse de la population palestinienne depuis de nombreuses années, mais ça, c'est les chiffres, il suffit de les regarder. Si l'État israélien avait voulu faire un génocide, du coup, il ne pourrait pas se multiplier, il ne serait pas d'autant plus nombreux au fur et à mesure du temps, puisque du coup, c'est le concept inverse du génocide, donc ça n'a aucun sens. Et puis encore une fois, on est l'une des armées les plus puissantes au monde. En un claquement de doigts, et il n'y a plus rien. Ce qui n'est pas du tout la volonté, je pense, de l'État israélien. Mais bon, ça, c'est mes convictions, ça me regarde. Mais de voir déjà le mot génocide, parce que pour moi, ça a été vraiment un phénomène de mode. Pour moi, c'était vraiment... C'est ma conception à moi de comment moi j'ai vécu la chose. C'était soit vous êtes contre Israël, soit nous, on est contre vous. Et on va vous faire subir un harcèlement. Ça a été terrible, à tel point que même ceux qui ne voulaient pas prendre parole, parce qu'ils ne savaient pas, ont été forcés de prendre parole pour être dans un camp, pour savoir si oui ou non tu allais mériter le harcèlement qui allait suivre. Donc ça s'est passé terrible. dans tout le milieu de la télé-réalité, même au-delà, bien même entendu. au-delà de la télé-réalité, de l'influence en général. Ouais. Ça a été, moi, j'ai été profondément choquée de voir des gens prendre parole pour l'un et pas pour l'autre, parce qu'il n'y a pas de l'un sans l'autre. C'est pas un non-lieu, il n'y a pas eu un non-lieu. Il ne s'est pas passé un matin, Netanyahou a décidé que. Oui, ça c'est extrêmement courageux actuellement d'oser dire ce que tu dis là, parce que surtout ne venons pas du monde politique, c'est vraiment le genre de sujet aujourd'hui. Mais je sais pertinemment qu'en disant ça, je vais encore une fois de plus me prendre certainement 1 milliard de commentaires absolument horribles et de haine, et je le sais et je l'accepte. Et je pense que voilà, c'est comme quand tu as des convictions, il y a un moment donné où il faut aller au bout de ses convictions. Et que, encore une fois, moi, à aucun moment je dis que c'est 100% bon ce qu'il fait et qu'il faut aller dans cette direction par rapport à la Palestine, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un peuple, qui est le peuple israélien, qui est un peuple qui n'a rien demandé, où il y a des femmes, des enfants, des pères de famille, qui se sont fait attaquer dans leur pays, d'une atrocité, mais sans nom. Et qui, je trouve, en plus, n'ont rien fait. Enfin, le peuple israélien, pour le coup, n'a vraiment rien fait, quoi. Je pense que même... En fait, ce qui me choque, c'est de me dire, mais si vous vous documentez un tant soit peu, vous verrez que, par exemple, là où il y a eu la fête, où ils faisaient tous la fête, ce qu'on appelle les colons, comme ils disent, c'est des gens qui, justement, se mettent au milieu pour essayer de transitionner et de faire la paix. C'est des gens qui se sont dit, on peut rester ici parce qu'on est en confiance. On se sent en confiance avec ces gens-là. Et au final, ils se sont fait attaquer pour avoir fait confiance, tuer. Il y a des femmes qui se sont fait violer, mais comme des bouts de chiffon. Donc, je comprends pas comment on peut... là, je sais même plus c'était quel média qui pour le 7 octobre, a fait une affiche absolument horrible. Donc, ouais, c'est compliqué. Ils sont nombreux en France, Ils sont nombreux, malheureusement. Mais je sais que oui, effectivement, je sais que c'est... je pense qu'il faut aussi beaucoup de courage pour dénoncer ces choses-là, et je pense pas qu'il devrait y en avoir, en fait. Ça reste néanmoins une attaque terroriste, et je ne vois pas pourquoi il faudrait être courageux pour dire que c'est pas normal et qu'il faut apporter son soutien au peuple victime de ce fait, quoi. Nathalia, merci infiniment d'être Merci à vous, j'ai passé un très venue sur notre chaîne, nous aussi. On rappelle aux personnes qui ont regardé cette interview qu'elles peuvent te suivre sur Instagram, sur TikTok. Ouais.
Et puis, enfin voilà, encore une fois, moi je suis vraiment ravie parce que le but de cette chaîne, c'est aussi de lever un voile sur des choses qu'on montre pas forcément Complètement. souvent. On est souvent avec Dora dans des sujets plutôt politiques, plutôt militants, plutôt engagés. C'était important pour nous aussi aujourd'hui de te donner la parole à toi qui viens d'un autre milieu Mm. et qui Et qui pourtant finalement, se rejoint sur énormément t'es de une points. femme comme nous qui, à Mm. plein de moments, en fait, a ouvert sa bouche. Ouais. Et bravo pour ça, on se reconnaît beaucoup là-dedans et merci merci encore beaucoup. d'être venue. Merci Bravo. à vous, vraiment. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu qu'on produit vous plaît. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous nous soutiendrez, plus on pourra en fait continuer à produire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble, main dans la main. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça changera tout pour nous. On compte sur vous et puis si vous avez envie, vous pouvez en plus de ça nous faire un don. Les infos sont sous la vidéo. Merci et puis surtout à bientôt.